Tout commence sous la chaleur de Dubaï, avec une dispute conjugale qui va conduire un couple dans un endroit où il n'aurait jamais dû entrer. Un seul des deux en ressortira vivant. Nous sommes le 2 août 2015, à la périphérie de Dubaï. Ici, la chaleur du désert s'installe avant même le lever du jour, puis ne relâche jamais son emprise. Omar Al-Nouaimi possède une fortune qui dépasse tout ce dont la plupart des gens pourraient rêver. Et il dépense cet argent comme le font souvent les hommes très riches, pour obtenir ce que les autres ne peuvent pas avoir. Son domaine n'a besoin d'aucune plaque à l'entrée pour signaler qu'une personne importante vit là. La propriété parle d'elle-même. Et dans cette propriété, Omar détient un lion. Rachid Al-Hamadi est âgé de 43 ans. Il a créé de toutes pièces une entreprise de logistique qu'il dirige comme une mécanique parfaitement réglée. Chez lui, aucune place n'est laissée à la contradiction. Aucun écart n'est toléré. Son mariage avec Layla fonctionne selon les mêmes principes. Mais durant l'été 2015, cette pression permanente est précisément en train de le détruire. Omar est le plus proche ami de Rachid depuis l'université. 20 années de confiance absolue. 20 années sans poser de questions. Lorsque Rachid l'appelle pour lui annoncer qu'il souhaite venir montrer le lion à Layla, Omar n'hésite pas une seconde. Comme il l'a toujours fait avec son meilleur ami, il lui communique le code d'une entrée latérale, lui indique un passage privé à travers le jardin oriental et l'autorise à circuler librement dans le domaine. Omar lui accorde un accès complet, sans demander d'explication. C'est cette confiance construite pendant 20 ans qui va être utilisée contre lui. Il ne demande pas pourquoi Rachid veut venir un samedi. Il ne cherche pas non plus à comprendre pourquoi la voix de son ami lui a semblé si étrange au téléphone. Les lions d'Afrique figurent parmi les grands prédateurs captifs les plus sensibles à la violation de leur territoire. Un mâle adulte dépasse régulièrement les 200 kg. L'enclos installé sur la propriété d'Omar a été construit conformément aux normes prévues. Il possède une unique porte renforcée sur sa face sud. La zone d'observation se trouve en retrait, derrière une seconde barrière. Il ne s'agit pas d'un établissement ouvert au public. L'accès est contrôlé par le propriétaire et par une petite équipe de 3 employés. Rachid et Layla arrivent en fin d'après-midi. 2 personnes présentes sur le domaine entendront leur dispute. La première est un jardinier qui travaille près du mur oriental. La seconde est une employée de maison qui traverse la cour. Toutes 2 décriront des voix fortes accompagnant le couple le long du sentier. La querelle n'a pas cessé entre la voiture et l'enclos. Elle les a suivis sur tout le trajet jusqu'à la porte du lion. Puis, quelque part sur ce chemin, cette dispute a cessé d'être une simple dispute. Elle est devenue autre chose. On dit parfois qu'une querelle de couple ressemble à une flamme tombée sur de la paille sèche. Elle ne reste jamais à l'endroit où elle a commencé. Lorsqu'ils atteignent l'enclos, il est déjà trop tard. Rachid s'arrête devant la porte. Layla se tient légèrement devant lui, plus près de l'entrée. Ce qui suit ne prend que quelques secondes. Rachid passe le bras à côté d'elle. Il saisit le code d'accès qu'Omar lui avait confié des années auparavant, précisément pour ses visites privées fondées sur la confiance. La serrure se déverrouille. Rachid pousse la porte. Puis il projette Layla à l'intérieur. Elle perd l'équilibre et trébuche dans l'enclos. À l'autre extrémité, le lion se redresse. Il commence aussitôt à avancer dans sa direction. Le jardinier entend le cri de Layla et court vers la maison principale. Omar atteint l'enclos moins de 2 minutes plus tard. Ses employés ont déjà déclenché le panneau de séparation d'urgence. Ils tentent désespérément d'attirer l'animal vers le couloir d'alimentation afin de l'éloigner de la jeune femme. Mais cela ne suffit pas. Et ce qui rend la scène encore plus terrible, c'est que le lion n'adopte aucun comportement inhabituel. Il agit simplement comme un lion placé face à une personne introduite sur son territoire. Rachid le savait. Les secours ne parviennent pas à atteindre Layla à temps. Les services d'urgence arrivent quelques minutes plus tard, mais ses blessures ne laissent aucune possibilité de survie. Rachid, lui, n'a pas bougé. Lorsque les agents de sécurité d'Omar arrivent, il se tient toujours sur le seuil de l'enclos. Il n'a pas tenté d'entrer pour aider sa femme, il n'a pas non plus essayé de partir. Il n'a pas fui. Il n'a rien entrepris pour la secourir. Il est simplement resté devant la porte. À lui seul,
Ce détail révèle la nature de ce qui vient de se produire. Rachid est arrêté avant même que l'ambulance ait franchi le portail principal du domaine. Plus tard, Omar explique aux enquêteurs qu'il avait transmis le code en toute bonne foi. Il ignorait tout de l'état réel du mariage de son ami. Il ne savait rien d'un éventuel projet criminel. D'une certaine manière, sa confiance est devenue l'instrument même du meurtre. 20 années d'amitié ont servi à rendre cette attaque possible. Le code d'accès est changé le soir même. L'enclos est condamné en attendant une inspection structurelle complète. Rachid est inculpé pour meurtre. L'accusation repose sur 3 éléments essentiels: son intention, l'accès qu'il avait obtenu grâce à Omar et les déclarations des 2 témoins qui l'ont vu pousser sa femme à travers la porte avant de rester immobile. Rachid ne nie pas les faits. Tout est parti d'une dispute qui aurait pu s'arrêter bien avant d'atteindre cet enclos. Mais l'histoire suivante implique un homme de pouvoir, un employé qu'il ne respectait pas, et un couloir dont un seul des 2 devait sortir vivant. Le 11 février 2020, dans les collines du nord de la Thaïlande, la journée commence dans un camp d'éléphants en activité. Dès le matin, l'air est lourd et humide. C'est une chaleur qui vous enveloppe dès les premières lueurs et semble ensuite refuser de bouger. Depuis plus de 10 ans, le camp organise pour les touristes des rencontres encadrées avec des éléphants. Les couloirs, les zones d'alimentation et les espaces de préparation ont été polis par des années d'utilisation quotidienne. Anand Srisouk est âgé de 52 ans. 8 ans plus tôt, après avoir vendu une entreprise immobilière, il s'est tourné vers le secteur touristique thaïlandais. Il a fini par acquérir une participation majoritaire dans le camp. Mais Anand ne possède absolument aucune expérience dans la gestion des animaux. Il a acheté sa place, puis s'est comporté comme si les compétences pratiques étaient facultatives. D'anciens employés décriront tous le même fonctionnement. Les nouveaux membres du personnel reçoivent progressivement les tâches les plus dangereuses. Les confrontations ont lieu devant tout le monde. Et lorsqu'un employé tente de résister, Anand considère cette opposition comme une raison de lui imposer une pression encore plus forte. Kiet Chantara, 29 ans, a rejoint le camp 4 mois auparavant. À son arrivée, il n'avait jamais travaillé avec des éléphants. Après un désaccord avec Anand concernant l'itinéraire imposé aux clients, il a été affecté à des missions de plus en plus risquées. Pourtant, ces mois passés dans les couloirs lui ont appris 2 choses essentielles. Il connaît désormais avec précision le fonctionnement des dispositifs de retenue, et il sait exactement comment Anand se déplace. Le matin du 11 février, Anand conduit Kiet dans le couloir de chargement utilisé pour faire passer les éléphants de l'enclos d'alimentation vers la zone de dressage. Un grand éléphant mâle doit être déplacé dans le cadre d'une manœuvre habituelle. Le passage mesure environ 2,40 m de largeur et ne possède qu'une seule sortie, située à son extrémité la plus éloignée. Les éléphants mâles adultes d'Asie pèsent régulièrement entre 3600 et 4500 kg. Ils réagissent fortement au stress, au bruit, aux mouvements limités et à l'agitation des personnes qui les entourent. Dans un espace confiné, un éléphant apparemment calme peut basculer vers une résistance totale en quelques secondes. Et le matériel de retenue n'est tout simplement pas conçu pour encaisser une telle puissance. Ce matin-là, avant l'arrivée d'Anand, Kiet reste seul avec l'animal pendant plusieurs minutes afin de le préparer. L'inspection menée après l'incident révélera que le point d'ancrage de l'attache semblait avoir été partiellement desserré. Le rapport ne pourra toutefois pas déterminer avec certitude si cela résultait des mouvements de l'animal ou d'une intervention extérieure. Lorsque Anand entre dans le couloir, Kiet ne dit rien. L'ancrage présente des traces évidentes de desserrage, mais personne ne pourra en établir la cause. C'est une phrase qu'il faut entendre pleinement. L'éléphant est maintenu près d'un poteau avant par une chaîne fixée à une patte et par une attache au niveau du cou. Moins de 2 minutes après l'arrivée d'Anand, l'animal commence à montrer des signes d'agitation. Il déplace son poids latéralement, déploie ses oreilles et replie sa trompe. Ces comportements correspondent à la phase qui précède une escalade. Lors d'une brusque poussée vers l'avant, le point d'ancrage de l'attache se sépare du poteau. Le dispositif restant cède au cours du même mouvement. Libéré,
L'éléphant s'engage avec force dans le couloir ouvert. Kiet se baisse immédiatement et se plaque contre le mur, derrière un véhicule de transport stationné dans le passage. L'espace disponible est suffisant pour le protéger. Il savait que cet espace existait. Ce n'est ni un réflexe aveugle, ni un simple coup de chance. Depuis des mois, cet homme, continuellement poussé vers des tâches dangereuses, observe silencieusement les lieux et calcule les conditions de sa propre survie. Kiet connaît précisément l'ouverture derrière ce véhicule. Il a passé assez de temps dans ce couloir pour savoir qu'il peut s'y glisser. Ce n'est pas de la chance, c'est un calcul. Anan se trouve au centre du passage, entièrement exposé. Aucun abri n'est accessible à proximité. L'éléphant franchit la distance qui les sépare en moins de 2 secondes. Le choc est direct. La suite correspond au comportement défensif d'un mâle soumis à un stress extrême. Pression de tout son poids et contact prolongé. Kiet sort de l'incident sans aucune blessure. Anan, lui, ne survit pas. L'inspection effectuée après sa mort met en évidence 11 infractions aux règles de sécurité. Parmi elles figure du matériel de retenue non conforme, l'absence du protocole obligatoire exigeant 2 soigneurs lors du déplacement d'un grand animal et la présence d'un couloir dépourvu de seconde sortie à son extrémité la plus proche. Les enquêteurs notent aussi l'état de l'ancrage, sans parvenir à déterminer pourquoi il s'était desserré. Le dossier est finalement classé comme accident du travail. 11 infractions actives sont relevées, mais le système enregistre les faits sous cette qualification et passe à autre chose. C'est presque aussi troublant que l'incident lui-même. Kiet fournit une déclaration, récupère son dernier salaire et quitte le camp 3 jours plus tard. Aucune charge n'est retenue contre lui. Dans cette histoire, l'éléphant a dû attendre qu'une attache cède. Dans la suivante, rien n'aura besoin de se briser. À l'intérieur d'un établissement privé de Floride centrale, le danger se trouve déjà dans la pièce avant même que les 2 hommes aient franchi la porte. Le 9 juin 2016, derrière une clôture grillagée située près d'une route secondaire de Floride centrale, se trouve un établissement qui n'a jamais été conçu pour impressionner qui que ce soit. Aucune enseigne, aucun circuit pour les visiteurs, rien qui soit destiné au regard du public. Il n'y a que des enclos, des accès sécurisés et un système de climatisation fonctionnant sans relâche pour maintenir une température supportable. Le site abrite de grands serpents constricteurs, des varans et, tout au fond, une zone d'élevage de pythons réticulés dont la plupart des gens ignorent totalement l'existence. Mason Reed est âgé de 46 ans. Depuis plus de 20 ans, il travaille dans le commerce des reptiles exotiques. Son nom est largement connu parmi les collectionneurs privés. Mais à l'intérieur de son établissement, ses employés lui attribuent une réputation bien différente. Mason utilise régulièrement les missions dangereuses comme des sanctions. Il rejette les inquiétudes liées à la sécurité et confie souvent les opérations les plus risquées aux soigneurs les moins expérimentés. 2 assistants ont déjà démissionné en moins de 3 mois. Personne ne s'est demandé pourquoi. C'est pourtant là que cette histoire a véritablement commencé à déraper. Tyler Brooks, 24 ans, travaille sur place depuis 8 mois. Il a exprimé des inquiétudes concernant les procédures d'accès aux enclos et le calendrier des repas. En réponse, Mason l'a affecté à des tâches présentant davantage de risques. Les 2 assistants précédents sont partis. Tyler, lui, est resté. Il a observé, il a appris et il a attendu. Dans l'après-midi du 22 juin, Mason demande à Tyler de l'accompagner pour une inspection habituelle dans une zone de retenue secondaire reliée à l'enclos principal des pythons réticulés. Les procédures écrites de l'établissement exigent que les sections occupées restent séparées. Elles précisent aussi qu'un cycle alimentaire complet doit être effectué avant tout travail de maintenance dans une zone contenant un serpent. Or, Mason n'a prévu aucun nourrissage cette semaine-là. L'animal n'a rien mangé depuis 12 jours. 12 jours sans nourriture. Mason a ignoré le calendrier. Tyler le sait. Malgré cela, Mason entre dans la zone. Les pythons réticulés sont les plus longs serpents du monde. Les adultes dépassent régulièrement 6 mètres et peuvent peser plus de 113 kg. Ce sont des prédateurs qui attaquent en embuscade.
Il compte sur leur immobilité, leur capacité à détecter la chaleur et l'effet de surprise. Dans un espace fermé, un python réticulé affamé peut interpréter tout mouvement produit à sa portée par un corps chaud comme une occasion de se nourrir. Il ne prévient pas. Il se positionne. Il attend. Puis il frappe lorsque toutes les conditions sont réunies. Le plus grand serpent de la section est une femelle mesurant environ 7,10 mètres. Depuis plusieurs heures, elle reste immobile près de la séparation arrière. Lors du contrôle du matin, elle n'était pas visible depuis la fenêtre d'accès. Tyler le sait, car c'est lui qui a effectué cette vérification. Il connaît aussi une habitude de Mason. Lorsqu'il pénètre dans un enclos, Mason se dirige toujours en premier vers le fond. Il aime montrer qu'il n'a peur de rien. Cette habitude va tout déterminer. Mason répète cette démonstration de confiance de la même manière, encore et encore. Il est probablement convaincu que cette attitude le fait paraître puissant. Tyler l'a observé suffisamment souvent pour savoir qu'il peut compter sur ce comportement. Imaginez ce que cela signifie. Mason avance vers l'arrière de la zone de retenue. Tyler, de son côté, se place à proximité de la porte d'accès. Le python s'est repositionné derrière une barrière de substrat près du mur du fond. Mason ne l'aperçoit que lorsqu'il est déjà à sa portée. Le serpent ne lui laisse pas le temps de comprendre. Tyler franchit la porte d'accès et la verrouille derrière lui. Il rejoint ensuite le poste du personnel et signale une urgence. Lorsque d'autres employés réussissent à pénétrer dans l'enclos, Mason a subi des blessures correspondant à une constriction complète exercée par un animal de cette taille. Il est transporté vers un centre régional spécialisé dans les traumatismes, mais meurt dans la soirée. Le python n'est pas blessé. Il sera ensuite transféré dans un établissement agréé pour la détention d'animaux exotiques. L'enquête menée après les faits révèle plusieurs manquements aux règles de sécurité. Le calendrier des repas n'était pas respecté. Le matériel d'intervention d'urgence était insuffisant. Et les procédures avaient régulièrement été contournées. Tyler coopère pleinement avec les enquêteurs. Il décrit la scène exactement comme elle semble s'être déroulée. Une entrée dans un enclos qui a mal tourné. L'enquête ne découvre aucun élément permettant de contredire son témoignage. Le python n'avait pas été provoqué. Il avait faim. Il se trouvait au bon endroit. Et il a bénéficié du moment idéal. Quelqu'un s'est simplement assuré que ces trois conditions soient réunies en même temps. Mais un python agit dans l'ombre, dans le silence et dans un espace fermé. L'affaire suivante se déroule en plein jour, sur un terrain découvert, et la victime avait signé son propre arrêt de mort 3 jours avant que celui-ci ne soit exécuté. Le 2 septembre 2013, dans une réserve privée du Bushveld du Nord, en Afrique du Sud, la saison sèche recouvre les plaines d'une lumière cuivrée. En milieu de matinée, cette lumière uniforme donne l'impression que les étendues d'herbe sont plus vides qu'elles ne le sont réellement. La réserve accueille plusieurs espèces. Elle comprend des barrières renforcées, des zones de retenue, des postes d'observation et toutes les infrastructures nécessaires à la gestion des animaux. Rien n'a été construit pour l'apparence. Tout a une fonction pratique. Pieter van der Merwe est âgé de 58 ans. Après avoir pris sa retraite dans le secteur de l'immobilier commercial, il a acheté une part importante de la réserve, qu'il considère avant tout comme un investissement. Il aborde cette propriété comme il abordait ses anciennes transactions, en comparant les coûts et les bénéfices, avec très peu de patience pour les objections opérationnelles susceptibles de retarder les résultats financiers. Sifo Dlamini, 41 ans, dirige depuis 11 ans les opérations liées aux enclos, au contrôle des structures et au déplacement des animaux. Il est méthodique, qualifié, et connaît en profondeur les comportements de chaque animal présent sur le domaine. Depuis l'arrivée de Pieter, les deux hommes s'opposent régulièrement. Durant les semaines précédant l'incident, Pieter insiste pour appliquer un plan de réduction des infrastructures. Parmi les mesures envisagées figure la suppression d'une barrière secondaire située le long de la limite territoriale des hippopotames, près du canal oriental. Selon lui, retirer cette section permettrait aux visiteurs de s'approcher davantage sans devoir financer la construction d'une véritable plateforme d'observation. Sifo rédige une objection officielle. Pieter passe outre. Il fait retirer une barrière située à la frontière du territoire des hippopotames simplement pour économiser de l'argent.
C'est ce détail qui change tout. L'autorisation de Peter annule l'objection écrite de Sifo. La section de barrière est démontée 3 jours avant l'incident. La suite des actions de Sifo passe presque inaperçue. Le protocole exige que des piquets d'avertissement soient installés le long de cette nouvelle limite ouverte. Sifo les met en place conformément aux règles. Puis, la veille de la visite d'inspection de Peter, il les retire. Dans le registre, il présente cette opération comme une rotation habituelle du matériel. Aucun élément du dossier ne contredira cette version. Sifo a donc posé les piquets exactement comme le protocole l'exigeait. Ensuite, il les a enlevés durant la nuit précédant la visite et a enregistré ce retrait comme une opération banale. Ce n'est pas une réaction de panique, c'est de la patience. Le lendemain matin, Peter inspecte la nouvelle zone d'observation ouverte. Sifo l'accompagne jusqu'à la limite. Puis, il annonce qu'il doit vérifier un poteau de clôture situé à environ 27 mètres sur la gauche. En se déplaçant, il se positionne près de la seule structure solide pouvant servir d'abri dans toute la zone. Les hippopotames sont les 3e plus grands animaux terrestres de la planète. Un mâle adulte peut peser plus de 1360 kg et charger à près de 29 km/h sur une courte distance. Ils défendent farouchement les limites de leur territoire autour de l'eau et peuvent attaquer sans avertissement. Contrairement à beaucoup de grands animaux, un hippopotame ne simule pas une charge. Lorsqu'il part, il ne s'arrête pas. Sifo travaille dans cette réserve depuis 11 ans. Il sait exactement ce qui va se produire. Il sait également combien de temps cela prendra. Un hippopotame sort du canal et commence à avancer vers la zone ouverte. Sifo se trouve déjà à côté de la structure de protection. Il n'a qu'un pas à faire pour se placer derrière. Peter, en revanche, est debout au milieu du terrain d'inspection. Aucun abri ne peut être atteint dans le temps dont il dispose. L'hippopotame parcourt environ 55 mètres en moins de 12 secondes. Sifo se met à couvert. Peter est percuté de plein fouet au milieu du terrain. Les équipes d'urgence de la réserve arrivent quelques minutes plus tard, mais ses blessures sont mortelles. Le système complet de barrière est réinstallé dans les 48 heures. Le rapport d'un inspecteur provincial de la faune précise que la suppression de la barrière avait été réalisée sans autorisation réglementaire appropriée. Il confirme également que l'objection écrite avait été annulée sans aucun examen indépendant. Les piquets d'avertissement ne sont mentionnés dans aucun rapport officiel. Lorsque les enquêteurs se rendent sur la limite territoriale, Sifo les a déjà remis en place. L'hippopotame retourne dans le canal et n'en ressort plus durant le reste de la journée. Il avait détecté une intrusion dans un espace ouvert situé à l'intérieur de son territoire. Il a réagi conformément à son comportement naturel. Mais les conditions ayant rendu cette attaque possible avaient été soigneusement préparées. Un hippopotame charge parce qu'une présence étrangère a pénétré dans son monde. Le prédateur de l'histoire suivante n'aura besoin ni d'un vaste terrain, ni d'un instinct territorial déclenché à découvert. Il lui faudra seulement un quai situé à 46 cm au-dessus de l'eau, une immobilité parfaite et une caisse déplacée légèrement plus près du rivage. Le 17 avril 2017, le long d'un canal soumis aux marées dans les zones humides du nord de l'Australie, la saison des pluies vient de se retirer. L'eau du chenal est lente, trouble et si immobile qu'elle ne révèle rien de ce qui peut circuler sous sa surface. Un petit établissement de pêche organise dans la région des excursions guidées à la journée et des sorties avec nuitée. Des quais en bois descendent jusqu'au niveau du canal. Leurs sections les plus basses ne se trouvent qu'à environ 46 cm au-dessus de l'eau. Luc McAllister est âgé de 38 ans. Depuis 6 ans, il guide les clients et coordonne les opérations sur les quais. Parmi les employés, il est connu pour diriger en imposant des difficultés calculées. Il contrôle les horaires. Il décide quels employés obtiennent les rotations auprès des clients les plus rémunérateurs. Et il utilise ces 2 pouvoirs comme moyen de pression lors de ses conflits avec les membres les plus jeunes de l'équipe. Ethan Wynne, 26 ans, a rejoint l'établissement comme assistant de quai 2 mois avant l'incident. Les 2 hommes sont en conflit à propos de la répartition des horaires et d'un désaccord sur un paiement. Durant la semaine précédente, la tension entre eux s'est aggravée. Mais pendant ces 2 mois, Ethan a étudié le canal.
Il connaît les marées, les déplacements des animaux et les repères territoriaux installés par les services de protection de la faune. Il sait exactement ce qui vit sous la partie inférieure du quai. Il connaît même approximativement ses périodes d'alimentation. À la suite d'une confrontation survenue le matin du 28 avril, Luke ordonne à Ethan de rester seul dans la partie inférieure et isolée du quai. Les employés habituels évitent précisément cette section, car elle se trouve juste à côté d'un repère signalant officiellement le territoire d'un crocodile. Ethan obéit sans protester. Luke l'envoie donc travailler dans le seul secteur que les autres membres de l'équipe refusent d'utiliser. Et il n'y voit aucun problème. Durant tout l'après-midi, Ethan accomplit les tâches qui lui ont été confiées. Mais il déplace également une caisse de matériel dont Luke aura besoin. Il sait que son responsable vient toujours la récupérer lui-même à la fin de la journée. La caisse se trouvait au milieu du quai. Ethan la transporte jusqu'à l'extrémité de la section inférieure et la place tout contre le bord, au-dessus de l'eau. Il ne l'a déplacée que d'environ 1,80 m. C'est tout ce qu'il fallait. Plus tard dans l'après-midi, Luke revient sur la partie basse du quai afin de récupérer le matériel. Les crocodiles marins sont les plus grands reptiles vivants de la planète. Dans le nord de l'Australie, les mâles adultes mesurent couramment entre 4,30 m et 5,20 m. Leur poids peut dépasser 540 kg. Ils chassent en restant parfaitement immobiles sous la surface. Dans une eau trouble, ils peuvent demeurer invisibles aussi longtemps que nécessaire. Lorsqu'un mouvement agite la surface à portée d'attaque, ils jaillissent sans produire le moindre signe avant-coureur. Pour une personne accroupie au bord d'un quai, le délai de réaction est inférieur à 1 seconde. Un crocodile marin caché sous des planches peut être totalement indétectable. Eau opaque, immobilité absolue. Luke ignore ce qui se trouve juste sous lui. Il s'accroupit à l'extrémité du quai inférieur, directement au-dessus du camal, puis tend le bras vers la caisse. Ethan s'est déjà déplacé sur la passerelle surélevée, environ 12 mètres derrière lui. Le crocodile jaillit de sous le quai. Ethan recule sur la passerelle et rejoint la berge surélevée. Il donne ensuite l'alerte dans le bâtiment principal. Une opération de recherche est menée durant les 2 jours suivants. Des restes partiels sont retrouvés à environ 130 mètres en aval. Les agents chargés de la faune estiment que le crocodile mesure près de 4,60 mètres. Il est capturé, puis euthanasié. La caisse de matériel est retrouvée intacte sur la partie basse du quai. Personne ne concime le fait qu'elle avait été déplacée. Ethan affirme l'avoir laissée à l'endroit où Luke l'avait placée la dernière fois. Il n'existe aucun témoin capable d'affirmer le contraire. Le crocodile a simplement détecté une perturbation à la surface d'une eau qui l'occupait et a réagi en conséquence. Cet après-midi-là, une seule chose avait changé, la position d'une caisse. Certains animaux vous accordent 1 seconde pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le léopard de l'histoire suivante ne laissera même pas ce délai. Depuis plusieurs jours, il avertissait pourtant tous ceux qui étaient disposés à observer son comportement. Et dans cette réserve, une seule personne l'écoutait réellement. Le 20 juillet 2016, dans une réserve privée consacrée à l'élevage de prédateurs, près d'une localité rurale de l'intérieur aride de la Namibie, le soleil se lève bas sur la savane. La lumière donne au paysage cette teinte cuivrée et uniforme qui fait paraître les espaces ouverts plus vides qu'ils ne le sont. La réserve abrite des lions, des léopards et des guépards répartis dans plusieurs grands enclos. Sur le papier, elle participe à des programmes de conservation. En réalité, elle repose aussi sur l'argent d'investisseurs, une petite équipe et des infrastructures purement fonctionnelles. L'endroit n'a pas été construit pour accueillir des visiteurs. Il a été conçu pour contenir des animaux capables de tuer un être humain. Marcus Keller, 37 ans, possède des participations dans plusieurs propriétés animalières d'Afrique australe. Malgré son absence totale de formation officielle dans la gestion des animaux, il intervient de plus en plus dans les décisions opérationnelles. Selma Nangolo, 27 ans, travaille comme technicienne vétérinaire dans la réserve. Elle est diplômée en médecine de la faune et possède plusieurs années d'expérience pratique auprès de grands prédateurs.
Leur relation professionnelle s'est détériorée après que Marcus a ignoré à plusieurs reprises ses recommandations de sécurité afin d'impressionner des investisseurs. Durant la semaine précédant l'incident, Selma relève une augmentation du stress chez l'un des léopards mâles adultes de la réserve. L'animal devient plus territorial, il réagit moins bien aux procédures habituelles et commence à longer sans cesse les limites de son enclos chaque fois qu'une personne inconnue s'approche. Selma recommande d'interdire l'accès au couloir de service qui longe l'habitat. Elle décrit officiellement le comportement de stress. Elle rédige sa recommandation. Puis Marcus l'annule. Du point de vue administratif, Selma a fait tout ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle accomplit ensuite ne lui prend qu'une trentaine de secondes. 2 mois auparavant, un défaut avait été signalé sur le verrou de la porte donnant accès au couloir du léopard. La pièce avait été réparée, puis déclarée conforme. Selma avait elle-même contresigné le document. Mais le registre ne précise pas qu'elle a vérifié une nouvelle fois le loquet dans la soirée précédant l'incident, alors qu'elle effectuait seule sa dernière ronde. Le mécanisme était encore fragile. Elle n'en parle à personne. La réparation a été enregistrée comme terminée. Le document porte la signature du responsable et celle de Selma. Rien n'indique qu'elle a contrôlé le verrou une nouvelle fois, seule, durant la nuit. Dans l'après-midi du 20 juillet, un groupe d'investisseurs arrive pour visiter la propriété. Désireux de montrer qu'il est parfaitement à l'aise près des animaux, Marcus entre dans le couloir de service extérieur situé à côté de l'habitat du léopard. Il veut déplacer une caméra. Les léopards comptent parmi les grands prédateurs les plus adaptables d'Afrique. Un mâle adulte peut peser plus de 68 kg. Il possède une accélération fulgurante et des membres antérieurs puissants, adaptés aux affrontements à très courte distance. Ces animaux sont extrêmement territoriaux. Toute perturbation à l'intérieur de leur espace peut provoquer une réaction agressive. En captivité, la fuite d'un léopard représente un danger particulièrement grave. Il est rapide, agile et ne recule pas. Avant même que Marcus pénètre dans le couloir, le léopard longe la clôture depuis plusieurs minutes. Lorsque Marcus avance le long du grillage, l'animal reproduit ses déplacements depuis l'intérieur de l'enclos. Puis il se jette contre la porte au cours d'une démonstration territoriale. Le loquet fragilisé cède. Le léopard entre dans le couloir. Marcus s'y était engagé pour impressionner les investisseurs, mais l'animal manifestait déjà son agitation bien avant son arrivée. Selma se trouve à l'extérieur de la zone d'accès. Dès qu'elle entend la porte céder, elle déclenche l'alerte d'urgence. Sa réaction est remarquablement rapide. Marcus se trouve à environ 6 mètres de la sortie sécurisée la plus proche. Le léopard franchit cette distance presque instantanément. Les employés de la réserve atteignent le couloir quelques instants plus tard, mais l'attaque a déjà eu lieu. Marcus souffre de blessures catastrophiques. Il est transporté vers un établissement médical régional, où il meurt dans la soirée. L'enquête révèle plusieurs infractions aux règles de sécurité, des travaux d'entretien reportés et le non-respect de recommandations vétérinaires écrites. Le registre d'entretien indique toutefois que le verrou avait été réparé et que l'intervention avait été validée. Les enquêteurs ne trouvent aucune raison de remettre ce document en question. Selma livre une déclaration claire, sans la moindre hésitation. Elle avait recommandé d'interdire l'accès au couloir. Marcus avait refusé. Les documents le confirment. Le léopard n'a fait que réagir comme le ferait un prédateur territorial stressé, enfermé dans un environnement limité au moment où une frontière cesse de le contenir. Tout le reste avait déjà été décidé. Un léopard frappe vite. Il n'a besoin que d'un mouvement. En Louisiane, la mort sera préparée autrement. Pas avec un verrou laissé fragile, pas avec une caisse déplacée d'1,80 m, seulement avec un interrupteur installé dans un espace de maintenance et un homme qui avait parfaitement mémorisé sa fonction. Le 4 novembre 2014, dans les terres basses et broussailleuses de Louisiane, à l'est des principaux réseaux fluviaux, la fin de l'automne s'est installée silencieusement. La mousse espagnole pend sans bouger. Le sol reste meuble après les pluies récentes. Durant toute la matinée, l'air paraît figé. Un petit refuge privé pour grands félins occupe plusieurs hectares défrichés. Il abrite des lions,
des léopards et 2 tigres de Sibérie, répartis dans des habitats fermés reliés par des systèmes de transfert renforcés. Wade Boudreau est âgé de 49 ans. Il a fondé le refuge 13 ans auparavant, puis l'a développé grâce à des dons et à des frais privés de placement d'animaux. Sa manière de diriger repose sur la hiérarchie et l'obéissance. Lorsqu'un employé conteste une procédure, Wade ne considère pas cela comme une remarque utile au fonctionnement du site. Pour lui, c'est un acte d'insubordination. Evan Thibodeau, 22 ans, a été recruté comme jeune soigneur 8 semaines avant l'incident. Durant la semaine précédente, une dispute concernant la rotation des nettoyages pousse Wade à l'affecter seul au nettoyage du couloir de transfert situé à côté de l'enclos des tigres. Pourtant, les consignes affichées par le refuge exigent explicitement que cette tâche soit réalisée simultanément par 2 employés. Evan ne proteste pas lorsqu'il reçoit son affectation. Il commence simplement à observer avec une attention extrême le panneau de commande des portes installé au poste de gestion. Il étudie aussi un défaut d'alignement mécanique dans le rail de verrouillage du système de transfert. Ce problème avait été signalé dans un rapport d'entretien 4 mois auparavant, mais n'avait jamais été corrigé. Wade a donc envoyé un jeune homme de 22 ans travailler seul dans un couloir de transfert pour tigres. Ses propres consignes imposaient la présence de 2 personnes. Cela lui était simplement égal. Ce matin-là, l'organisation paraît simple. Evan doit entrer dans le passage de transfert. Wade reste au poste de commande des portes. C'est Wade lui-même qui a choisi cette disposition. Mais avant de pénétrer dans le couloir, Evan doit accomplir une chose. Il lui faut moins de 10 secondes devant le panneau électrique secondaire. Un seul relais doit être basculé. Dans cette position, la commande d'ouverture sera redirigée vers la mauvaise porte. Et si un incident se produit, ce basculement ressemblera exactement à la conséquence du défaut mécanique déjà signalé. Evan ne s'est jamais disputé à ce sujet. Il ne s'est jamais plaint. Pendant 8 semaines, il a seulement observé ce relais avec une attention croissante. Evan entre dans le couloir. Wade déclenche la séquence de commande. L'ordre d'ouverture est envoyé vers la mauvaise porte, celle qui relie directement l'enclos de retenue du tigre au passage de transfert. Les tigres de Sibérie constituent la plus grande sous-espèce de tigre au monde. Un mâle adulte peut peser entre 272 et 295 kg. Du museau à l'extrémité de la queue, sa longueur peut atteindre environ 3,70 m. C'est un prédateur d'embuscade, capable de bondir avec une puissance explosive depuis une position immobile. Il vise le cou et le haut de la colonne vertébrale afin de neutraliser sa cible en quelques secondes. En captivité, les tigres apprennent à reconnaître le bruit des mécanismes de porte. Dès qu'une ouverture se produit, ils se dirigent vers elle. Le tigre pénètre dans le couloir au moment même où le mécanisme s'enclenche. Evan entend la porte et court vers la sortie d'urgence située à l'extrémité opposée. Il parvient à quitter le passage par cette seconde issue et rejoint la zone extérieure sécurisée. Du côté où se trouve Wade, la sortie d'urgence est placée derrière le point d'entrée du tigre. L'animal traverse le couloir en moins de 4 secondes. Wade ne survit pas. Le tigre ne subit aucune blessure. Moins de 24 heures après l'incident, le refuge fait l'objet d'une fermeture d'urgence. Les enquêteurs découvrent des lacunes administratives couvrant 18 mois. Certaines opérations d'entretien n'ont jamais été inscrites. Des formulaires d'inspection ne portent aucune signature. Plusieurs plaintes écrites du personnel concernant la sécurité n'ont jamais reçu de réponse officielle. Le relais est examiné. Dans son rapport, l'enquête attribue sa position aux défauts mécaniques déjà consignés 4 mois auparavant. Personne n'a de raison de chercher plus loin. Le relais a bien redirigé l'ordre d'ouverture vers la mauvaise porte. Le rapport conclut à la manifestation d'un problème mécanique préexistant. Et d'un point de vue strictement technique, ce problème existait réellement. Evan fournit sa déclaration. Il se trouvait dans le couloir. Il a entendu une porte s'ouvrir. Il a couru. Tout ce qu'il raconte est vrai.